Les sites de petites annonces sont très pratiques pour vendre de vieux meubles ou acheter une voiture d'occasion. Mais c'est parce qu'il a utilisé l'un d'entre eux que George Weber, un célèbre animateur de radio new-yorkais, a été tué. Quelques jours avant son 48e anniversaire, il est retrouvé mort dans son appartement, lardé de 50 coups de couteau. Les enquêteurs découvrent rapidement que la victime a peut-être rencontré son meurtrier en ligne. WABC. 20 mars 2009. George Weber, l'une des voix de la radio WABC, est tué sauvagement dans un immeuble situé au 561 Henry Street à Brooklyn. Sa carrière dans les médias a été brillante. Après avoir été employé par différentes stations, il a rejoint un grand groupe qui lui a confié la présentation du journal. Avant d'obtenir ce poste qu'il a fait connaître, il a notamment été reporter de rue et animateur d'une émission de nuit. Parfois, ses collègues l'entendent dire qu'il a le métier le plus fantastique du monde. George Weber a travaillé partout aux États-Unis, San Francisco, Los Angeles, Denver. Il adorait animer des émissions radio. Il choisissait des sujets liés à sa vie et au quartier où il vivait. Carroll Gardens. Il fréquentait un bar en particulier, Angry Waits, et connaissait tous ses voisins. Quand il enquête, il emmène son chien Noodles pour inciter ses interlocuteurs à lui faire des confidences. Il aimait beaucoup son quartier. Il en parlait souvent sur son blog. Il y avait même un bar qui rappelait celui de la série Cheers. Plus d'une décennie après sa mort, son site personnel existe toujours. Voici un extrait de la biographie qu'on peut y lire. Bonjour, c'est George Weber, le présentateur du journal. Vous m'entendez sur les ondes des radios new-yorkaises depuis 10 ans. Selon le jour ou l'année, je faisais du divertissement ou de l'information. J'aime les deux. De l'extérieur, George Weber était un homme charismatique qui avait réussi sa vie. Mais il cachait un lourd secret. Tout a commencé par une absence inexpliquée. Il ne s'est pas rendu à son travail 2 jours de suite, ce qui était inhabituel. Ça ne lui ressemblait pas du tout. Ses collègues inquiets ont demandé à la police d'aller chez lui pour voir s'il allait bien. Des agents se présentent au domicile du journaliste à 1 h du matin, le 21 mars 2009. Ils frappent à la porte sans obtenir de réponse. Ce n'est pas le cas dans tous les États. Mais techniquement, la police peut entrer chez vous sans mandat, si elle a un motif raisonnable de penser que vous êtes en danger. Mais là, il s'agissait d'un adulte. Et ils n'ont rien vu qui puisse indiquer qu'il courait un risque. Comme ils n'avaient aucune raison de défoncer sa porte, ils ont décidé de partir et de revenir le lendemain. S'ils avaient su ce qu'il s'était passé à l'intérieur, ils n'auraient pas hésité une seconde. À 10 h du matin, soit 9 heures plus tard, les policiers sont de retour après avoir reçu un second appel d'un collègue de George Weber. Là encore, personne ne vient ouvrir. Mais un voisin leur dit qu'il a entendu un robinet couler chez lui pendant toute la nuit. Il déclare aussi avoir aperçu un homme à l'extérieur de l'appartement la veille au soir. Il mène ensuite les agents vers une porte qui n'est jamais verrouillée pour qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur. George Weber avait une vie simple. Il venait de publier un article sur les punaises de lit. C'est pas le genre de sujet qui peut vous coûter la vie. Mais quand la police est entrée chez lui, ils ont découvert une scène d'horreur. George Weber a été tué dans sa chambre. Il est allongé sur son lit, le pantalon et le caleçon sur les chevilles, lesquelles sont attachées avec du ruban adhésif. Il y a du sang partout. Il a reçu une 50aine de coups de couteau. Ça ne fait aucun doute. L'animateur a été victime d'un crime atroce. Mais qui a bien pu le commettre? Et pourquoi? Ses collègues à la radio étaient sous le choc en apprenant la nouvelle. L'un d'eux n'avait que du bien à dire sur lui. C'était un homme remarquable. Tout le monde l'aimait. Il était sympathique, respectueux, gentil, honnête, généreux. C'était une personne bienveillante dans un milieu redoutable.
Comme il n'avait aucun ennemi, qui avait bien pu le tuer? Et pourquoi un tel déchaînement de violence? En apparence, George Weber menait une vie sans histoire. Il aimait son métier, appréciait son quartier à New York et tenait beaucoup à son chien. Il a été retrouvé mort chez lui, poignardé à 50 reprises, à moitié nu et les chevilles attachées. Tous ceux qui le connaissaient sont bouleversés. Qui a pu commettre un tel crime? Et pourquoi? Les talk-shows des radios new-yorkaises étaient présentés par des animateurs provocateurs, comme Howard Stern et Don Imus. Ils travaillaient très dur pour choquer leurs auditeurs jour après jour. Ces sujets ou ces prises de position n'étaient pas controversés. Mais on sait qu'il arrive parfois qu'un auditeur obsédé et dérangé prenne pour cible une personnalité de la radio. Il y a eu Alan Berg, qui a été tué devant chez lui par un fou le 18 juin 1984. Dans la région de Denver, au Colorado, Alan Berg déchaînait les passions sur les ondes avec ses idées résolument progressistes. Certains propos de George auraient-ils poussé un auditeur à vouloir le tuer? Le meurtre d'Alan Berg est un cas extrême des risques auxquels s'exposent les animateurs radio. Évidemment, quand un tel drame se produit, on est tous sidérés parce que c'est complètement insensé. Et dans ses émissions, George Weber ne contrariait personne. Il n'était pas du genre à s'attirer l'hostilité des auditeurs. Les enquêteurs n'avaient pas de mobile et aucun suspect dans la vie privée ou professionnelle de George. Ils ont donc étudié ses activités sur Internet. Ça leur a fourni une piste très intéressante. Dans sa vie, ce qui comptait le plus pour George, c'était son travail et son chien. Mais ces traces numériques dévoilaient un tout autre aspect de sa personnalité. On a découvert qu'il était lié à un individu étrange, beaucoup plus jeune que lui. Comme des millions d'internautes, George Weber consultait parfois des petites annonces. Il fréquentait assidûment Craigslist, qui compte de nombreux utilisateurs souhaitant acheter ou vendre des produits, voire chercher un travail. Mais lui s'intéressait à une rubrique très particulière. Sous le pseudonyme de Smother Boy, signifiant garçon étouffé, il a discuté avec un interlocuteur n'utilisant pas non plus son vrai nom. Greg Setan, 92, proposait des services sexuels contre de l'argent. Il avait posté plusieurs annonces mentionnant différents actes sexuels. Weber a trouvé l'une d'entre elles et a répondu. Ils se sont envoyés des messages. Greg Setan, 92, a précisé qu'il n'avait que 16 ans. Weber voulait que ce jeune homme se rende chez lui pour l'étouffer. Il lui a transmis des photos et il lui a décrit ce qu'il voulait précisément. Pas de relation sexuelle. Greg Setan a accepté ces conditions. $60 pour qu'il l'étouffe pendant 30 minutes. Le 20 mars, vers 18h, l'animateur ouvre sa porte à Greg Setan et observe attentivement cet adolescent séduisant. Il le fait entrer dans l'appartement et il lui offre une bière. Ils discutent de ce qu'ils ont prévu de faire, mais Weber ajoute un détail qu'il n'avait pas encore mentionné. Il veut que Greg Setan lui mette sur le visage un chiffon imbibé de poppers, une drogue à usage sexuel, avant de l'étouffer. Pour lui, c'est un moyen d'en tirer davantage de plaisir. Il précise qu'il a déjà fait ça et Greg Setan accepte. Les deux hommes se rendent dans la chambre. Weber s'allonge sur le dos et invite Greg Setan à lui attacher les poignets et les chevilles avec du ruban adhésif sans trop serrer. Il lui demande de se placer au-dessus de lui et de l'étouffer par intervalles de 30 à 40 secondes. Il veut aussi qu'il lui baisse son pantalon et son caleçon. Le jeune homme hésite car ce n'était pas prévu, mais il s'exécute. Ensuite, Weber veut aller encore plus loin et avoir un rapport sexuel avec le jeune homme. C'est à ce moment-là que la situation va dégénérer. Greg Setan déclare qu'il n'a pas l'intention de coucher avec Weber, parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient convenu. Le journaliste serait devenu furieux et il aurait dit « Au point où on en est, autant aller jusqu'au bout ». Selon Greg Setan, Weber saisit alors un couteau. Le jeune homme prend peur, mais parvient à s'en emparer et poignarde l'animateur. Il prétend qu'il s'agissait de légitime défense. Dans la bagarre, il s'est grièvement blessé à la main.
L'accusation a donné une version très différente de ce qui s'est passé cette nuit-là. D'après eux, c'est Greg Setan qui a apporté ce couteau chez George. Et il l'a fait parce qu'il savait parfaitement ce qui allait se produire. Il est possible que Weber ait pris un couteau pour se détacher les chevilles. Mais il a pu aussi vouloir s'en prendre à l'adolescent. Quoi qu'il en soit, sa mort a été d'une extrême violence. Greg Setan n'avait que 16 ans quand il s'est rendu coupable de ce meurtre. Il avait à peine l'âge de conduire, mais il était déjà capable de commettre un tel crime. Après avoir poignardé sa victime, il a jeté ses habits tachés de sang dans la baignoire. Il s'est bandé la main, a enfilé des vêtements qui appartenaient à Weber, et il est parti. Après avoir quitté l'appartement, il perd connaissance dans une station de métro. Constatant qu'il saigne de la main, un conducteur appelle les secours. Greg Setan est emmené à l'hôpital. Ensuite, il disparaît sans laisser de traces, provisoirement. George Weber, un journaliste de 47 ans qui travaillait pour une radio new-yorkaise, a été retrouvé mort chez lui, poignardé à plus de 50 reprises. En fouillant sur Internet, les enquêteurs ont découvert une petite annonce menant à un suspect. Un jeune homme de 16 ans qui se dit sadomasochiste et utilise le pseudonyme de Greg Setan 92. Il a été contacté par Weber qui cherchait une personne prête à venir chez lui pour l'étouffer. En affinant leurs recherches, les policiers ont trouvé de nombreuses informations utiles. Le véritable nom du meurtrier est John Cateis, et il a effectivement 16 ans. Il possède un profil MySpace qui laisse peu de doute sur son implication dans cette affaire. Les gens se livrent plus ou moins sur Internet. Sur les réseaux sociaux, Cateis se présentait comme un individu terrifiant et démoniaque. La description qu'il faisait de lui était très révélatrice. Je m'appelle John. J'ai 16 ans. J'aime faire des trucs de dingue. Je suis accro à l'adrénaline. Je suis toujours à la recherche de sensations fortes. Si tu me montres du respect, je te le rendrai. Si tu me manques de respect, je te tuerai. Cateis s'était aussi inscrit sur un site pornographique qui était connu parce qu'il avait été le premier à permettre à ses utilisateurs de mettre en ligne leurs propres vidéos. Sur le compte qu'il s'était créé, il énumérait ses hobbies: acheter des épées, jouer aux jeux vidéo, se battre, le sexe. Sur sa page MySpace, il y avait aussi beaucoup de photos de lui avec des couteaux. Il était évident qu'il faisait tout pour se donner une image intimidante, malgré son très jeune âge. Quand on voit ce qu'il publiait sur Internet, on a du mal à croire qu'il n'avait que 16 ans. Quand les enquêteurs découvrent tout ce que Cateis a dévoilé sur lui, et surtout qu'il est entré en contact avec George Weber via un site de petite annonce, il devient le suspect numéro 1. Mais comme ils ne parviennent pas à le retrouver, ils contactent un membre de sa famille. Le père de John Cateis, dont le nom n'a jamais été révélé par la presse, a accepté de coopérer pour que son fils soit arrêté. Il l'a appelé et lui a proposé $300 s'il acceptait de le rencontrer. Et quand John est arrivé, des agents l'ont interpellé et emmené au poste pour l'interroger. Le 25 mars 2009, John Cateis est appréhendé pour le meurtre de George Weber. Quand il s'est retrouvé au poste, il n'a montré aucun remords, il a même ri. Maintenant que le principal suspect est entre les mains de la police, l'affaire semble élucidée. Mais l'accusé invoque la légitime défense. Il a prétendu avoir répondu à une annonce dans laquelle il était question de relations sexuelles brutales. À son arrivée, Weber lui aurait offert de la bière et de la cocaïne. Mais c'était la première fois qu'il consommait cette drogue. Ça l'aurait rendu nerveux et paranoïaque. Les deux hommes auraient lutté pour s'emparer du couteau.
You know, so I don't know, but I went to grab the knife because I don't want the knife. And then I guess he got paranoid too, and we were both struggling over the knife. Durant la bagarre, Kateis se blesse à la main droite. So we were both yanking over the knife, and that's how I wound up cutting my finger. Quand le jeune homme s'en va, Weber respire encore. Il agonise. He was still there. He's still like moving around, cursing, like mumbling now. Avant de partir, il prend de l'argent dans la poche de sa victime. Like, I dig through his pockets, but in his left pocket he had $60. So I don't know, I took the $6. That's originally, I guess, what he was gonna pay me to do the stupid smothering garbage. Après avoir commis son crime, il a probablement voulu se laver. En effet, quand les agents sont entrés dans l'appartement le lendemain matin, les robinets de la baignoire et du lavabo étaient ouverts. Kateis accepte de faire une déposition et prétexte sa coupure à la main pour demander à l'inspecteur de l'écrire à sa place. Cela ne l'empêche pas de se montrer méticuleux. Après avoir relu une phrase, il insiste pour que le mot « accidentellement » soit ajouté. Il était calme et presque arrogant. Il a mangé un donut et on l'entendait parfois ricaner entre deux bouchées. Rien n'indiquait qu'il avait mauvaise conscience. Et ça ne signifiait pas qu'il était innocent ou qu'il a dit toute la vérité. En mars 2009, John Kateis n'a que 16 ans quand il poignarde à mort un homme ayant la quarantaine. Au cours de l'interrogatoire, il passe aux aveux presque immédiatement. Ce n'est qu'en octobre 2010 qu'il comparaît devant la justice. À ce moment-là, il est toujours mineur. Il est jugé pour homicide et détention illégale d'armes. Mais alors qu'il a reconnu les faits au cours de sa garde à vue, il choisit de plaider non coupable des deux chefs d'accusation car il prétend avoir tué George Weber en état de légitime défense. Pendant son procès, il a gardé l'attitude qu'il avait adoptée face à la police. Il était détendu. En tout cas, il avait un air suffisant et sûr de lui. Il s'est même endormi à un moment donné. Dans leur déclaration liminaire face au jury, les deux parties font un compte-rendu très différent de la soirée du 20 mars 2009. Elles s'accordent sur la fin de l'histoire, mais divergent sur les faits qui ont précédé. Pour quelles raisons ces deux hommes ont-ils entamé une discussion en ligne ? Selon l'avocat de la défense, comme son client n'avait pas l'âge du consentement légal, George Weber avait abusé de lui. Dans leur récit, ils ont présenté l'ancien animateur comme un ivrogne pédophile et Kateis comme un gamin dont on avait profité. Weber a contacté un adolescent, lui a proposé de l'argent en échange d'un rapport sexuel et lui a donné de la drogue tout en étant lui-même sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Il avait un taux d'alcool dans le sang de 0,12 au moment de sa mort. Selon l'accusation, John Kateis est loin d'être un adolescent innocent qui a été piégé. C'est un individu dangereux qui a tué pour le frisson et n'a jamais exprimé le moindre remords. La procureure a précisé qu'ils avaient échangé des mails et des photos avant de se rencontrer chez Weber. Ils étaient tous les deux conscients que c'était un rendez-vous à caractère sexuel. Elle a aussi expliqué que malgré les déclarations de Kateis, selon lesquelles la cocaïne avait énormément contribué aux événements, on n'en avait retrouvé ni sur les lieux, ni dans l'organisme de Weber à l'autopsie. Elle a décrit un tueur froid, calculateur et rusé. Les jurés vont délibérer pendant plusieurs jours sans parvenir à un verdict unanime. Le procès est donc annulé. L'un des éléments qui les ont fait hésiter, c'est la validité des premiers aveux. La défense a signalé que Kateis avait dû corriger la déposition que l'agent avait écrite à sa place, parce qu'il était blessé à la main. Ils ont mis en avant le manque d'objectivité de la police et ils ont remis en question l'intégralité des aveux. Le deuxième procès commencera plus d'un an plus tard, en novembre 2011. À l'issue du second procès, Kateis est reconnu coupable de meurtre et de détention illégale d'armes. Mais s'il avait 16 ans au moment des faits,
Il en a désormais 18. Il a donc été jugé en tant qu'adulte. Finalement, il est condamné à la prison à perpétuité, incluant une peine de sûreté de 25 ans. Après la sentence, il s'est tourné vers les proches de la victime et a déclaré « Je suis désolé d'avoir causé la mort de George Weber, je le regrette. » Le beau-frère de George Weber lui a répondu « Je te pardonne, je n'ai pas de haine. » Après 5 ans de prison, Kateis a donné une interview qui a permis d'éclairer certains détails de cette affaire. Il a déclaré qu'à l'époque, il pensait qu'il serait jugé plus favorablement s'il mentait à propos de la cocaïne et s'il donnait différentes versions. Dans le quartier qu'il aimait habiter, George Weber était apprécié de tous. Une soirée à sa mémoire a été organisée au bar Angry Wade's. On ne saura jamais ce qui s'est passé le 20 mars 2009. On n'a que ce que Kateis a bien voulu dire. Derrière leur écran d'ordinateur, les gens se sentent en sécurité alors qu'ils se mettent parfois en danger. En utilisant un pseudonyme, certains peuvent se montrer très différents de ce qu'ils sont réellement. En naviguant sur Internet, George Weber ne se doutait pas que l'une de ces discussions lui serait fatale.